Allô, Jean? Ça marche. Oh oui, 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 ça marche. Salut, Jean. On commence une nouvelle folie. La lecture des nouvelles d'Anton Tchekhov. Ouais. Oui, donc ce soir, messieurs, dames, la première nouvelle d'une série. C'est laquelle, Jean? Ce soir, c'est la nouvelle qui s'intitule « Toi et vous ». Toi et vous. T'as pas d'autre chose à dire? Mais non, c'est complet. C'est complet, Ouais, c'est complet. OK. Bon. Lecture d'une nouvelle d'Anton Tchekhov. Nouvelle parue en 1886 et qui a pour titre « Toi et vous ». 6 heures du matin passé. Popikov, qui postule un emploi judiciaire et fait fonction de juge d'instruction au bourg de N, dort du doux sommeil d'un homme qui touche des frais de déplacement, des frais de logement et des émoluments. Il n'a pas eu le temps d'acquérir de lit, si bien qu'il dort sur les casiers judiciaires. Silence. Même dehors, pas un bruit. Mais voilà que derrière la porte, on entend des frottements et des grattements, comme si un cochon était entré dans le tambour et se raclait le flanc contre le chambranle. Peu après, la porte s'ouvre avec un piaillement plaintif et se referme. 3 minutes plus tard, la porte s'ouvre de nouveau et le piaillement est si douloureux que Popikov sursaute et ouvre les yeux. « Qui est là ?» demande-t-il en regardant la porte d'un air angoissé. Dans la porte, paraît un être rappelant une araignée, grande tête velue avec des sourcils pendants et une barbe épaisse et hirsute. « C'est là qui habite, le juge d'instruction râle la tête. « C'est ici. Qu'est-ce que tu veux? » Va lui dire qu'Ivan Filoretov est arrivé, sur vos concassins. « Pourquoi arrives-tu si tôt? Je t'avais convoqué pour 11 heures. »« Et quelle heure est-il maintenant? »« Pas encore 7 heures. » Pas encore 7 heures. C'est que moi, votre noblesse, j'avais un point de montre. Alors, le juge d'instruction, c'est toi? Oui, c'est moi. Bon, va-t'en. Va attendre dehors. Pour l'instant, je dors. Dors, dors. Moi, je vais attendre. Ça ne coûte pas cher d'attendre. La tête de Filaretov disparaît. Popikov se tourne de l'autre côté, ferme les yeux, mais le sommeil ne revient pas le visiter. Ayant encore bagnaudé une demi-heure, il s'étire voluptueusement et fume une cigarette. Puis, lentement, pour étirer le temps, il boit coup sur coup 3 verres de lait. « Il m'a réveillé, le salaud, grogne-t-il. Il va falloir que je dise à la patronne de fermer la porte à clé pour la nuit. Qu'est-ce que je peux faire à une heure pareille? Ah, que le diable emporte, je vais l'interroger maintenant. Je n'aurai plus à le faire plus tard. » Popikov fourre ses pieds dans ses pantoufles, jette une houppelande par-dessus son linge de corps et, bâillant si fort qu'il en a mal aux pommettes, se met au bureau. « Arrive ici, crie-t-il. » La porte piaille de nouveau et Ivan Filaretov paraît sur le seuil. Popikov ouvre. L'inculpation du soldat de 2e classe de réserve Alexei Alexeyev Drikunov pour sévices à l'encontre de son épouse Marfa Andreeva. Prend une plume et commence à écrire le procès-verbal de l'interrogatoire d'une écriture rapide et cavalcadante de juriste. « Viens plus près, dit-il en faisant craqueter sa plume sur le papier. Réponds. Tu es bien Ivan Filaretov, paysan au village de Dunkino dans le canton de Poustyriov, âgé de 42 ans? C'est moi. Profession. J'étais berger. Je paissions le bétail de la commune. Tu as eu des ennuis avec la justice? Pour sûr que j'en ai eu. Quand? Pourquoi? Avant la semaine sainte, on a été 3 de notre canton à être convoqués comme jurés. Cela ne s'appelle pas avoir des ennuis avec la justice. Ça alors, ça dépend. 5 journées de suite qu'ils nous ont gardés. Le magistrat s'emmitoufle dans sa houppelande et baissant la voix dit: Vous êtes convoqué en qualité de témoin dans l'affaire des sévices exercés par le soldat de 2e classe de réserve Alexei Drikunov à l'encontre de son épouse. Je vous préviens que vous devez dire toute la vérité et rien que la vérité, que lors du procès, vous devrez confirmer vos dires présents sous la foi du serment. Bon, que savez-vous de cette affaire? Rapport aux frais de voyage, marmonne Filaretov. Si je pouvions les toucher, votre noblesse, j'avions fait 23 verstes. Votre noblesse. Et le cheval, il n'est pas à moi, il faut que je le paye. Tu me parleras de frais de voyage plus tard. Pourquoi plus tard? Moi, on m'a dit comme ça que les frais de voyage, il faut les réclamer à la justice, sinon on ne les a jamais. Je n'ai pas le temps de discuter de frais de voyage avec toi, se fâche le magistrat. Raconte ce qui s'est passé.
Quel sévice Tricounov a-t-il exercé à l'encontre de son épouse? « Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ?» soupire Filaretov en clignant de ses sourcils en broussailles. « C'est très simple, il y a eu une bagarre. Moi, j'étais en train de conduire les vaches à l'abreuvoir, et voilà pas qu'il y a des canards qui nagent dans la rivière. S'ils étaient au châtelain ou aux paysans, le Christ le sait, mais voilà pas que Grishka, l'aide-berger, il prend un caillou, et il se met à en lancer. Pourquoi, je lui demande, que tu lances des cailloux? Tu pourrais en tuer un, que je lui dis. Tu en toucheras un de canard, n'importe lequel, et tu le tueras. » Filaretov soupire et lève les yeux au plafond. « Même un homme, ça peut se tuer, mais alors un canard, c'est une créature faible. Avec un petit bout de bois, on peut l'assommer. Moi, je parle long et Grishka n'écoutions point. C'est normal, c'est jeune, ça n'a pas de raison du tout. Pourquoi que tu n'écoutes pas, que je lui dis? Je m'en vais te frotter les oreilles, Nique-douille. » « Cela ne concerne pas l'affaire, dit le magistrat. Racontez uniquement ce qui concerne l'affaire. »« Compris. Alors moi, j'étais sur le point de lui saisir l'oreille, que voilà pas Tricounov qui arrive. Il suit la berge avec des ouvriers de l'usine, et il agite les bras. La gueule bouffie, rouge, les yeux qui lui sortent du front, et il vacille, il vacille. Il était bu, quoi, puisse-t-il en crever. Les gens ne sont pas encore sortis de la messe, et lui, il a déjà pété pour réjouir le diable. Il me voit saisir la main du gamin par l'oreille, et voilà pas qu'il se met à crier. « Je ne te permets pas » qu'il me dit de tirer une âme chrétienne par les oreilles. Sinon, qu'il me dit, tu vas déguster. Moi, je lui ai répondu avec tous les honneurs, chrétiennement. « Va donc ton chemin, que je lui dis, poivreau que tu es. » Lui, il se fâche, il s'approche de moi, et de toute sa force, votre noblesse, craque sur la nuque. Pourquoi? À quelle occasion? Tu te prends pour un juge de paix, que je lui dis, que tu te crois plein de pouvoir pour me cogner? Et lui? Allons, allons, Ivan, qui me dit, ne te vexe pas, c'était comme ça pour rire en ami. Aujourd'hui, qui dit, j'ai eu une révélation. J'ai compris, qui dit, que nous étions le plus important. Je touchions 20 roubles à l'usine. Qui dit, et au-dessus de moi, qui dit, il y a personne que le directeur. Tous les autres, qui dit, je leur crachions dessus. Et aujourd'hui, qui dit, il y a des tas de gens abîmés de tous les côtés qu'on n'en voit pas les limites. Viens, qui dit, allons boire un coup. Je ne voulais en point boire avec toi, que je lui dis, les gens, ils ne sont pas encore sortis de la messe et toi, tu parles de boire. Mais les autres gars qui étaient avec lui, ils m'entourent comme des chiens, ils insistent. Allons-y, allons-y. Il n'y avait point de possibilité humaine que je leur résiste, votre noblesse. Je ne voulais point boire, mais après, puisse-t-il en crever. Où êtes-vous allé? Nous n'avions qu'un endroit, soupire Filaretov. On est allé à l'auberge d'Abraham Moseïch. C'est là qu'on va chaque fois. Un vrai coupe-gorge, maudit soit-il. Tu dois le connaître. Quand on prend la grande route pour aller à Dunkino, le matin, à main droite, il y a la propriété du châtelain Séverin Francisch. Et encore plus à droite, c'est Tlatkovo. Et entre les deux, c'est l'auberge. Tu dois le connaître, Séverin Francisch. Il faut dire vous. On ne doit pas tutoyer. Si je te dis vous à toi, je veux dire, si je vous dis vous à vous, vous d'autant plus être poli. Ça, c'est bien vrai, votre noblesse. Tu crois que je ne comprenions pas ça à London, mais écoute la suite. On arrive donc chez Abraham. Verse qui dit, c'est moi qui paye. Qui dit cela? Mais lui, Tricounov, quoi. Verse qui crie espèce d'espèce où je défonce le tonneau. J'ai eu une révélation, qui dit. On a bu un petit verre chacun, puis on a attendu un peu, puis on a bu encore, et de cette façon-là, en 1 heure de temps, si j'avions bonne mémoire, on avait éclusé 8. Mais moi, qu'est-ce que ça me fait? Je buvions, je m'en moquions. Ce n'était pas mes sous. Quand même, ça aurait été 1000 verres. Moi, votre noblesse, je n'étions pas du tout coupable. Vous n'avez qu'à interroger Abraham Moïsitch. Que s'est-il passé ensuite? Il ne s'est rien passé ensuite. Pendant qu'on buvait, c'est vrai, il y a eu une bagarre, à la suite de quoi tout était correct, et avec tous les honneurs. Mais qui s'est battu? On sait bien qui. J'ai eu une révélation, qui criait. Il crie, il cherche à donner des coups à n'importe qui. Déchaîné qu'il était. Il a cogné sur moi, il a cogné sur Abraham et sur les gars. Il te présente un petit verre, il te laisse boire, et puis il te cogne de toute sa force. Bois qui dit, il connaît ma force, tous les autres, je crache dessus. Et sa femme, il l'a battue. Marfa? Elle en a pris aussi, Marfa. Juste au moment où nous étions en train de nous mettre en train, comme qui dirait, voilà Tipak Marfa arrive dans la taverne. Va à la maison, qu'elle lui dit, ton frère Stepan est arrivé. Tu as assez bu de vodka, brigand. Qu'elle dit. Et lui, sans un gros mot, craque au travers de son dos. Pourquoi donc? Ah, comme ça, simple comme bonjour. Il faut qu'elle comprenne, qui dit. Moi qui dis, je touche 20 roubles par mois.
Et elle, c'est une bonne femme malingre, maigriotte. Elle était toute retournée. Elle a même tourné de l'œil. Elle se plaint à nous de son malheur. Elle invoque le bon Dieu et lui dit, va donc. Il recommence, il l'adressait, il n'en finissait pas de l'adresser. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Un homme qui a perdu la raison à force de vodka est en train de tuer une femme et vous ne faites pas attention. Et quel besoin que nous avions d'intervenir? C'est sa femme à lui, c'est lui qui l'adresse. S'il y en a deux qui se battent, le troisième bat les pattes. Abraham a bien essayé de le calmer pour qu'il n'y ait point de grabuge dans la taverne. Alors lui, il gifle Abraham. Le journalier d'Abraham lui rend la monnaie. Il le prend, il le soulève, il le jette par terre. Puis il s'assied dessus et il commence à lui tambouriner le dos. Nous l'avons tiré par les pieds de dessous lui. Qui, lui? On le sait bien qui. Celui sur qui l'autre était assis. Quel autre? Celui dont je parle, donc. Sapristi, parle clairement, imbécile. Réponds à mes questions au lieu de jaser pour rien. Je te parle clairement, votre noblesse. Je te racontions tout comme ça s'est passé en conscience. Drukinov a laissé sa bonne femme, c'est vrai, je peux le jurer. Le magistrat écoute, choisit quelques éléments du long discours, décousu de Filaretov, et fait caractère sa plume. Sans cesse, il doit raturer. Et moi, je n'étais point coupable, marmonne Filaretov. Demande à qui tu voudras, votre noblesse. Et la bonne femme, elle ne vaut point la peine qu'on fasse tous ces déplacements jusqu'à la justice. Ayant écouté le procès-verbal, les témoins regardent le magistrat d'un air abruti pendant 1 minute, et il soupire. « Toujours des histoires avec les bonnes femmes, dit-il d'une voix rauque. Les frais de voyage, votre noblesse, tu me les payes toi-même ou tu me fais un billet? »